Qu'est-ce que tu fais là? Un peu du ski avec l'Asie, je kiffe, et les enfants surtout. Et bien ça arrive. Quel beau temps, qu'est-ce qu'on kiffe? Incroyable, regarde, filme le ciel là. Eh, on a 5 minutes, on se prend un petit café là-haut? Allez, super. Bon, toi, tu parles bien le français? J'essaie, né à je me Marseille. débrouille. Ouais, je suis né à Marseille, j'ai fait l'Ali à 9 ans. Ouais. Et j'ai repris à mettre un peu mon français quand la première fois je suis allé au ski. J'avais pas le choix, alors j'ai commencé à parler en français. Mais en Israël surtout, je parle en hébreu. Bon, le français, c'est comme le ski. En refaisant, Voilà, tu le retrouves. Il paraît que t'es fort au tennis. J'aime faire le tennis. Il y a Il faut 3-4 qu'on ans. joue, Ouais, toi t'es fort. Moi, je suis pas mal. Alors il faut qu'on fasse. J'aime le tennis. Ouais. Et Ken, c'est un beau sport. Écoute, merci déjà de donner cette interview. Je sais que tu n'aimes pas donner des interviews, je comprends, et c'est très bien. Tu es un artiste israélien, peut-être un des plus grands artistes israéliens, et tu es à part quand même. Tu as une humilité incroyable par rapport à ton aura et à ta notoriété. Merci. Tu es très célèbre ici, en Israël et partout dans le monde. Tu as même fait le Madison Square Garden 2 fois. Qu'est-ce que ça te fait, la notoriété? Comment tu combats le mauvais côté de la notoriété? L'autorité, c'est Gava. Non, la notoriété, c'est Mefoursa. Ah, je pense, à Ahmed, je pense que c'est quelque chose qui vient de mes parents. Mes familles sont très humbles, ils sont très pshoutim. Et j'ai reçu ça dans moi. J'ai des autres choses que je dois me lutter et de combattre. C'est un combat? Ça, pas vraiment, mais il y a des autres choses, tu vois, que je dois travailler. Mais j'essaye d'être en une Akarat Tov, une Akarat Toda à Dieu, à Hashem Yitbarach, qui m'a donné la possibilité de faire ce que j'ai rêvé de faire. Et j'ai même pas rêvé d'arriver à Bémet assez... Tu n'es pas arrivé à ton but encore. Ouais. C'est quoi ton but alors? Encore plus? À mettre le but, c'est... de terre tov. Non, le but c'est Bémet d'être conscient, de voir les choses que Hachem nous donne et liot bodaya, ça veut dire être Remercier. Il y a beaucoup. יש לי הרבה על מה להודות. פרדון si je parle en hébreu פתאום. ורק צריך להתבונן בזה, להסתכל ולא רק להיות כל הזמן בדבר הבא. Et voilà. Depuis quand tu as voulu être chanteur? C'est quand? Depuis très, très jeune, je pense, depuis 12 ans, j'ai commencé avec moi à écrire des chansons. Enfin, des mauvaises chansons, mais c'était... Même pas la guitare c'est arrivé à 17 ans. Comment t'écrivais des chansons? Je m'enregistrais avec un petit tape comme ça, il y avait les cassettes, pas avant. Et j'avais un petit tape qui enregistrait et j'écrivais et je faisais de la mélodie avec ma voix comme ça. Tu te rappelles de ta première chanson que tu as écrite? J'ai des, comment on dit, des marbarot. Ah, des cahiers de musique? Ouais, des cahiers que j'ai écrit des chansons. Ils sont encore chez mes parents. Non, mais c'était surtout pour moi comme un bet sefer, comme une école d'apprendre et d'améliorer les hâte. À 17 ans, j'ai commencé avec la guitare et j'ai connu des musiciens. Baruch Hashem, Hashem il m'a fait un bon chemin avec des bons musiciens des belles rencontres, voilà. C'est important, ça, les belles ah oui, ça c'est Bémet. C'est une siyata d'Ishmaya, c'est une bracha gdola. J'ai un musicien qui joue avec moi, c'est un pianiste, c'est un génie. Et on l'a connu depuis 17 ans. Depuis 17 ans, on est encore ensemble. Et on a connu dans la rue comme ça. Enfin, on jouait avec des enfants, avec mes copains comme ça, dans un endroit à Jérusalem, c'est dans Rehov Yafo à King George là-bas. Et depuis, on est encore ensemble. Et là, Dafka, on fait un concert, nous deux. On est sortis à une tournée, à un concert acoustique, rien que lui il est au piano, moi je suis avec la guitare. Et on a une isdamnout de faire les chansons comme ils ont été écrites et on fait aussi de nouvelles chansons et tout ça, c'est très, très spécial. Et Ken, alors comme tu as dit, les bonnes rencontres c'est très important et c'est bien mettre une matana de Dieu. Et essayer toujours, tu vois, s'améliorer petit à petit, bien mettre, quand, tu vois, c'est comme les gens qui skient, tu vois, ils n'arrivent pas
Je vois des enfants, je vois des gens qui skient comme ils ont arrivé, mais c'est petit à petit, tu vois, ils reviennent, ils repartent. Donc toi, t'es un travailleur? T'es un travailleur? Alors dans la musique, oui, T'es un doué? T'es un doué ou t'es un travailleur? Je pense que j'ai un peu les deux. J'ai travaillé j'ai reçu Bémet un don ici à Tadishmaya, mais les premières années, j'ai beaucoup travaillé. J'étais toute la journée avec la guitare, j'écrivais les chansons, j'écoutais de la musique. Et j'allais me renseigner, je voyais les crédits dans les albums. Et j'ai essayé de faire des contacts et tout ça. Mais dans tout ça, Bémet, c'est Dieu qui a, comment on dit, il a tracé le chemin. Il a la piste, le chemin. La piste. Magnifique. Aujourd'hui, tu es célèbre, tu as été un des premiers Israéliens à tourner dans le monde. Avant Omer Adam, avant tous ces gens, c'est toi qui es allé en Australie, qui est allé un peu partout dans le monde. Madison Square Garden, tu as été le premier Israélien à jouer. Ouais, ok. Aujourd'hui, tu es célèbre dans le monde entier. Je pense que quand on va dans les communautés juives, oui, parce que j'avais vu depuis la Tkoufa, comment on dit Tkoufa? La période. La période. Du Covid, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens du monde qui nous envoyaient des messages et venaient nous voir, ils écoutaient la musique. Et en Australie, au Mexique, en Argentine, comme on va à Paris, et en France, et en Angleterre, en Amérique. Et j'avais un rêve de faire une tournée comme ça, mais avec mes musiciens. Ça veut dire venir avec toute l'équipe d'Israël. Et venez faire un équipe. Voilà, un tsevet. Pas tous, on y va tous ensemble. Des fois, on est 15 personnes qui prend l'avion et on y va. Et Bémet, on arrive à faire ce qu'on fait en Israël. On arrive à l'amener à Chutz Laaretz et leur donner un peu de avir, de l'odeur et d'air d'Israël. Et on recevait beaucoup de feedback, chiyuvim, que les gens... Des bons retours qui venaient. Il y a beaucoup des gens qui m'avaient dit qu'ils étaient comment on dit, mitlaptim. Ils n'étaient pas sûrs. Ils hésitaient pour l'Aliyah. Et quand j'étais dans des concerts, je fais une ishtalut de parler de l'Aliyah. Toi, t'es un peu l'agence juive. Presque. Non, parce que moi je pense Bémet que Israël, c'est l'endroit, c'est le premier endroit pour les Juifs. Et chaque Juif, il doit savoir qu'il a sa partie en Israël. Je pense que c'est quelque chose qui doit être, que les gens doivent comprendre. Et aussi je pense qu'il y a un autre travail à faire on avait parlé ensemble de ça, même pour les Israéliens. Ça veut dire que les Israéliens, ils doivent savoir que les Français, les Olim de tout le monde sont importants. Ils ont une culture, ils ont une tarbout, ils ont beaucoup de choses à amener. Et je pense que quand il y a un chibour, une collection des deux ensemble, les Israéliens et les gens, les Olim qui viennent de Chutz Laaretz, de la Galoute, et qui donnent leur qualité à eux, c'est la Géoula. Je pense que ça ne se passe pas comme ça encore. Ça va mieux, Baruch Hashem, mais il faut améliorer, on n'a pas le temps. Il faut bien travailler sur ça. Pourquoi et leur donner. Parce que je pense que tout nous sert, tu vois. Là, il y avait deux ans de guerre très dure sur tout Israël. Mais oui, Baruch Hashem, on a même Ran Gvili, il est revenu Baruch Hashem, il n'y a plus d'otages. Mais là, il faut savoir Bémet, notre tafkid, notre achrayut, comment on dit, notre rôle, c'est de garder la hardout, garder l'amitié entre nous. C'est pas quand quand ça va pas. Et Bémet, et ça se voit que dans tout le monde, et tout qui change, c'est pas comme avant. Je pense même tu vois, en Amérique, en France, tout ce qui se passait. Et on avait parlé de ça. Je pense que même les Français et même les Anglais, ils restent en France, ils n'ont pas où aller. Nous, les Juifs, ils ont où aller. Ils ont leur terre promise, qui Baruch Hashem, c'est un peu cher, mais je pense qu'il y a de la place Bémet pour tout le monde. Et il faut savoir leur donner la tchikva et l'aide. Ça veut dire l'espoir et l'aide. Et aussi, je pense quelque chose qui est très, très, très important, il ne faut pas vraiment attendre les États. Les États, ils doivent faire beaucoup. L'agence juive, le Merkaz Aliyah avec l'État et tout ça. Mais je pense que même les gens privés, ils doivent faire comme un irgun comme ça pour aider, organisation pour aider et donner de la force aux LIM et donner de gens de vouloir et qui pensent et qui se sentent
Mekoubalim, comment on dit Ils Mekoubalim? ils sont impliqués ou reçus, ou bien, Voilà, bien ils sont bien accueillis, bien reçus. ouais. Très chachou, c'est très Qu'est-ce important. que toi t'aurais à leur dire justement, bah là ils nous regardent en France aussi, qu'est-ce que tu aurais à leur dire aux juifs français là aujourd'hui? Alors moi je dis que chacun doit faire sa ishtadlou, c'est-à-dire qu'il doit faire son pas. Son travail, son pas pour le shlaf de la Aliyah, c'est mouvan, comment on dit mouvan? Ça coule de source. Non, je veux dire, c'est sûr qu'il y a des problèmes à régler, il y a des choses qu'on ne sait pas vraiment, si c'est pour l'éducation, c'est pour le travail. Il y a beaucoup de choses qui sont encore osées, mais il faut faire un tzad, il faut faire comme Avraham Avinu, il a fait l'ech lecha me'artzecha. Chacun va faire un tzad. De l'autre côté d'Israël, il faut faire la chnasat orchim d'Avraham Avinu, voilà l'accueil. Et je pense qu'avec ça, chacun fait son truc, ça ishtadlout, et il y a Dieu Bémet qui va aider. Et Agav, il y a beaucoup de Français que je sais qu'ils avaient fait leur aliyah et ils se trouvaient pas vraiment en Israël, ils sont repartis en France. C'est triste, mais parle avec tous les gens que j'ai parlé avec eux, ils se sont ni là ni là. Ça veut dire ils ont un gagoua à Israël. C'était dur pour eux, ça leur manque. La France, c'est pas la France qu'ils connaissaient parce qu'ils ont goûté le goût d'Israël. Et là, nous, ce qu'on doit faire, notre rôle, c'est d'éviter ça. Ça veut dire de leur donner, de les retenir et de leur donner du soutien. Moi, par exemple, on avait fait l'Aliyah, moi j'ai fait à 9 ans l'Aliyah avec un Irgun qui s'appelle, je ne me rappelle pas le nom, mais c'est Shalom Var. Tu connais Shalom Var? Il fait avec Aliyah de groupe. Alors ça pour des familles, ça peut être impeccable. Ça veut dire qu'il y a des choses que... Ça veut dire qu'il faut donner la moudaout à chacun, quoi qu'il le convient. Il y en a qu'une aliyah de groupe, il y en a une aliyah personnelle, je sais pas. Moi, professionnelle, voilà. Tu es inquiet de l'antisémitisme en France? Ça t'inquiète? Je sais que toi, t'as pas, quand tu vas, tu gardes ta kippa, par exemple. Ouais, moi je suis inquiet. Non, je suis pas inquiet d'Afka. Moi, je pense que c'est bien parce que ça donne les juifs de venir, de pas se sentir à l'aise en France. Et Bichlal en Chutz Laaretz. Je pense que c'est Bémet, on est dans ce shlav, dans cette étape. Tu vois, c'est l'étape de faire ce chinouille. Et chacun, il faut aider l'autre parce que Bémet, c'est quelque chose que... Mais après, il est où? C'est où? Qui, Michael? Ton fils là, il doit avoir ton fils quelque part. Je le vois pas là. On le voit ou pas? Ah, il est là. Ça, c'est ton fils là-bas? Ouais, c'est le petit qui fait la première fois. Il s'éclate. Ah, c'est sa première? Ouais. Magnifique. Il a 8 ans. Donc toi, quand tu vas à Paris ou que tu fais tes concerts un peu partout dans le monde, tu gardes la kippa dans la rue, il n'y a pas de problème? Ouais, je rentre pas dans des endroits dangereux, mais je pense que c'est quelque chose que tu le sens du film Arsham Haemet. Il y a des gens, quand tu habites en France, c'est beaucoup plus difficile parce que tu as la mezouza et tu vas à l'école tous les jours. Ça, c'est quelque chose d'autre. C'est Haemet, tu sens de la galoute. Mais moi, quand je viens visiter ou je fais un concert et tout ça, je me sens... Visiteur, tranquille. Je viens visiteur parce que j'ai un bitachon, comment dire, j'ai une sécurité, une confiance en confiance que j'ai mon endroit en Israël. Et je pense que quand on fait ce switch, tu reçois beaucoup de confiance et beaucoup de bitachon. Et quand on parle d'Israël, il y a quelque chose qui m'a marqué. On m'a dit un jour, comme tu écris des chansons à partir des Télim notamment, les Télim c'est beau, et gars, ça joue dans les boîtes de nuit. Et t'as des filles, des garçons qui sont pas religieux et qui chantent à tue-tête des Télim de Ishaï Ribo. C'est bizarre, non? C'est ce que tu voulais en fait? C'est bizarre, mais la vérité, c'est ce qui est beau dans la chanson parce que la chanson, elle est universelle. Elle est universelle et quand elle sort de toi, elle t'appartient plus. Tu vois, elle est pour tout le monde. Et je pense que quand il y a des mots qui parlent avec des tochen, avec du sens, avec du contenu fort, du sens, ça pénètre. Et les télim notamment. Et Kamouvan, les télim, c'est des mots saints de Doshim de David Ameler. Et ça donne du sens pour les gens qui après y réfléchissent après avec eux. Et il y en a de toutes sortes parce que la musique, BMS, c'est quelque chose de... Nagid, quand j'avais un concert en Amérique, il y avait des gens qui n'étaient pas juifs, qui étaient venus au concert. Il y avait une 50aine ou 100 personnes qu'on m'avait raconté. Il y en a que j'ai fait avec des photos avec eux. Tiens, on écoute ta musique, on ne comprend pas ce que tu dis, mais quelque chose nous touche. Ça veut dire que la musique, elle pénètre quelque chose de plus profond. Et quand nous, on fait une ishtadlout de la faire
on essaye de faire un peu de gdoucha dedans. Alors ça De donne, sainteté, tu sais, de mettre de la sainteté, sainteté. ça donne quelque chose d'important pour les gens qui écoutent et comme ça je pense. Chez les Français, t'es connu en France, chez les Juifs francophones, assez connu quand même. Ouais, je pense. C'est quoi que tes oui. chansons les plus connues en France? À émettre, On a vu ça ce qui hier est- déjà. Ouais, ce qui est très quelque chose qui est Qui est bizarre? non, pas bizarre mais choné, comment on dit Qui est choné différent. Différent. Ouais. Je vois la chanson Okhila, les Français ils adorent. Et les Israéliens, Et ils aiment, mais qui nous. C'est devenu une tube ici, c'est vraiment c'est un laquelle? laïc. C'est là, vas-y, retourne parce que c'est laquelle? Okhila laquelle, achale panav, Ah mais c'est connu, mais c'est une chanson que t'as, c'est une reprise. Ouais, c'est une reprise que j'ai fait. J'ai fait dans un album de Elul, c'est un album de chansons de slichot, un peu de fioutim, de la maison un peu marocaine, et aussi des choses ashkénazes que j'ai connues en Israël. Et l'autre chanson? Et il y a Aleph Sheli, il y a Sibat celle-là. Asibot, il y a... Comment ça fait Aleph Sheli Il y a la déjà? chanson... Aleph Sheli, c'est comment? Ah bah écoute là, dans YouTube. J'ai envie de t'entendre ici à la tout suivre. Regarde, au ski. Ouais. C'est... רק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. Regarde, le public est là, le public est là. Hein? Elle est belle celle-là. Ken, elle est Tu as très tes belle. chansons préférées? C'est quoi ma chanson préférée? Ouais. C'est dur de prendre la décision pour ça, mais il y a des chansons qui sont très... Personnelles. Ouais, je me rappelle quand je les ai écrits et que c'était quelque chose de très très fort pour moi. Cold Body, elle est comme ça. Il y a une chanson qui est un peu nouvelle, elle s'appelle Tilater Habarabi, mais je l'aime beaucoup. Et voilà, il y a beaucoup de chansons. Bon, C'est quoi la suite là? La suite Alors là, je immédiate? travaille. Tu viens en France? Tu vas venir en France? Chanter? Je vais venir Bezrat Hashem. On n'a pas encore mis une nouvelle date. Je ne sais pas, peut-être dans l'été ou l'hiver prochain qu'on fera une tournée comme ça. Mais là, je travaille sur une nouvelle musique et dans Bezrat Hashem, c'est un scoop. À mon anniversaire, je vais sortir une nouvelle chanson. Mais c'est Bezrat bientôt Hashem. ton anniversaire. Ouais, c'est bientôt. C'est en février, le 4 C'est février? Kafret, tu vois, c'est le 3 février, mais c'est pas la date, c'est la date hébraïque. Et hébraïque. toi, tu vas sortir une La autre date chanson? hébraïque, Bezrat Hashem, une nouvelle chanson. C'est un nouveau album que je travaille dessus. Et voilà, j'ai aussi un concert qu'on fait avec Philharmonique, c'est très très spécial. C'est bien. Ouais. Ça veut dire on a fait un concert avec 80 musiciens, un concert classique, 80 musiciens qui jouent mes chansons à moi, c'est très spécial. On a fait 2 à Tel Aviv. Là, on aura enfin en février à Jérusalem. Et peut-être on fera aussi ce concert en Amérique et peut-être aussi à Paris. Là, la dernière fois, on l'avait demandé avec la Philharmonique de Paris, mais elle avait un peu peur de faire, T'avais quoi? de faire un concert avec un juif d'Israël. C'est vrai. Ouais, mais ça va, on va se débrouiller sans eux. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes. Tu vois, encore une fois, l'antisémitisme. Bah oui, mais je les comprends, tu vois. Ça va, ils sont très pressés de tous les côtés. Et moi, je pense que quand le juif il va arrêter de se vexer ou de se... Pas vexer, de se... Non, les tsapotes, comment on dit les tsapotes? Non, ça veut dire que toujours on attend que les gens ils vont nous aimer, les gens ils vont nous parler bien. Ça va, à écart que nous, entre nous, on est bien. Berega, moi je pense que quand le juif il fait son tafkid à lui, et aussi je veux dire, Nagid, je vois par exemple Stéphane Mamou, je vois un juif qui est, mais il est fier dans son De ce endroit, qu'il est. dans ce qu'il est. Et tu vois, dans tout, il est comme le shérif ici, tout le monde l'aime, tout le monde le respecte, il donne du respect à tout le monde. Et ça, c'est Prina de Or la Goïm. C'est ça. Et c'est le juif, il a la possibilité d'être Or la Goïm. Alors, nous, comment on fait? La lumière du monde. Alors, pour être Or la Goïm, d'abord on fait Or Leatzmenu, entre nous. Et après, on fait le Shlavaba, l'autre étape, c'est Or la Goïm. D'accord, j'entends. Donc il faut être en lumière déjà, nous, Entre faire nous, sortir de la lumière. on peut pas, le goy il peut pas supporter qu'entre nous il y a la marloquette, entre nous Qu'on il y a, soit pas- l'homme C'est ce qui s'est passé avant le 7 octobre. Avant le 7 octobre, par exemple. droite, gauche, yamin, small, dachim, chilonim. Ouais. Le goy il est pas fou, il voit. Ouais. Mais quand il voit que nous, entre nous, on est en endroit à Chalem, on est bien entre nous. Ouais.
Alors le goy, il est aussi mechabed, ça. Ça veut dire qu'il... Je vois ce que tu Tu vois, voilà. Et si on n'est pas comme ça, le rôle du goy, c'est de nous taper à la porte. Ça veut dire de nous... La sonnette d'alarme. Voilà, on est obligé de changer. On n'a pas le choix. Si on essaye d'être comme eux, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. À la fin, nous, on est Bémet, Am Israël, c'est Amsgoula, c'est un peuple meyouchad, quelque chose d'exceptionnel. Mais on doit, chez nous, tafkid, la mode, machoré, akelim, vaïcholot, shelan. Ça veut dire on a Bémet un rôle de la mode machoré. Si on ne fait pas ça, alors, Hachem, sholach lanu shlichim. Moi, je trouve qu'il se passe quelque chose en ce moment avec les artistes israéliens qui ressortent d'Israël, qui vont chanter Omer Adam. Ouais. On a par exemple, comment s'appelle-t-il pour l'Eurovision, Noam Betan qui va sortir à l'Eurovision, qui est un Français aussi. C'est génial. Très bien. Donc, on commence à avoir des Israéliens qui ressortent et qui sont aimés par un public dans le monde. C'est fort, c'est intéressant, c'est ce que tu dis là en fait. Oui, je pense que là. Mais regarde, quand tu dis Omer Adam, qui est venu voir Omer Adam? C'est vrai que les Juifs qui sont venus voir Omer Adam. Ah ouais. Archav, mais ça veut dire que les Juifs, même en France, d'abord, ce qui est bien et ce qui est spécial dans ces concerts, comme dans mes concerts à moi ou comme un concert à Omer Adam, qu'il y a la possibilité de beaucoup de Juifs qui arrivent d'autres endroits de se réunir pour une soirée, d'être ensemble. Et ça donne beaucoup de la force à la communauté, à tous les Juifs. Mais là c'est Bémet, ça, comme tu dis, ça donne un siman que les Juifs, ils sont Baruch Hashem, plus réunis entre eux qu'avant. Parce que Bémet, il y a 10 ans, il faut qu'un Omer Adam ou quelqu'un fasse un concert, il n'y aura pas toutes ces personnes qui viendront. C'est même les chanteurs qui sont devenus plus populaires, mais même le public qui leur ont fait comme ça. Ça veut dire que ça va ensemble. Et Baruch Hashem, on est dans une période de Géoula, on le sent ça. On est dans une période de Géoula. Moi je pense qu'après le Covid, il n'y a rien qui est resté pareil. C'est toujours ça chauffe, toujours ça chauffe. Et Dieu il nous donne beaucoup de izdamniyot, d'opportunités, de faire un chinouille, de faire un changement, un vrai changement. Ishaï, merci beaucoup pour cet entretien ici, au pied des pistes de la Toussuire. Ouais, on va faire un peu du ski, j'espère qu'on va se faire revenir en Israël bronzé, en bonne santé, qu'on se casse rien du tout. Parce que toi t'as un peu peur au ski quand même. Ouais. Bon, merci Ishaï. Merci. Salut, ciao, à bientôt. David Ababou. Stéphane Calvo. Mais oui, je suis là. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je te poursuis de partout. Incroyable. C'était quand nos dernières télé, Stéphane? La première télé, c'était il y a 10 ans. Waouh. J'ai vieilli? Hein? J'ai vieilli? Mais pas du tout, tu bouges pas en fait. Tu te rappelles cette première télé sur A+? On était où, à Tel Aviv? On là, était à Tel Aviv. Dans la montagne. Incroyable, qu'est-ce que tu fais là? Je savais un peu que j'allais te trouver ici parce que franchement, le club J ici, la Toussuire, tu connais par cœur. C'est ma maison. Hein? C'est ma maison. Il n'y a pas une année où je ne viens pas au club J. Toi, le ski, c'est ton truc en plus. Tu skis depuis que t'as... Depuis que j'ai 4 ans. Je skie entre les jambes de mon père. Ouais. Mon père, il me prenait sur les pistes. Et depuis que je suis jeune. Il n'y a pas une année où je pars pas au ski. C'est ma thérapie de l'année, le ski. Ouais, c'est ta drogue un peu. C'est ma drogue, si on peut dire ça. Ça et la musique. Et la musique, bien sûr. Je viens ici aussi pour faire de la musique. Ça t'inspire ici? Tu sais que j'ai beaucoup de compositions que j'ai fait ici au club J. C'est vrai? Je me retrouvais dans ma chambre tout seul avec une vue incroyable. Et tu donnes des royalties à Stéphane Mamou quand même? Toujours. Il prend 15 points sur tout, Stéphane. T'as écrit quoi là par exemple ici? Ici, j'ai composé une chanson qui s'appelle Quelque part. Ouais. Je regardais en fait toute la vue comme ça, c'est une chanson qui parle de Dieu. Et c'est une chanson qui fera partie aussi de mon prochain album. J'en ai plein d'autres. De tête comme ça, je pourrais pas te dire, mais il y a plein de belles choses qui se font ici en fait. Chaque année, quand tu pars du Club J, tu repars avec que des bonnes ondes, des choses incroyables qui vont se passer dans l'année.
Il y a plein de belles choses qui sont passées aussi au Club J. Des petits secrets qu'on peut pas dire. Ouais. Ouais, j'ai entendu. Voilà. Mais, Mais même la neige, quoi, la neige, l'air de la montagne, regarde cette merveille. Là, on est où, là? On est à 2000 et quelques mètres? Là, on est à 2002, si je me trompe pas. Dans le fameux restaurant de Nico, c'est ça? Le restaurant de Nico. Nico, c'est la famille. Et comme je disais tout à l'heure sur l'interview du Club J, on peut retrouver ici de la bourra, du phénix. C'est-à-dire que t'es jamais dépaysé au Club J. Jamais dépaysé. Tu peux monter même à 2000 et quelques, et ben, tu trouves de la bourra, tu prends un petit verre, au soleil. Il y a toujours du beau monde. Tu vois des gens du Club J, tu t'assois, tu manges, tu t'éclates. C'est incroyable. Bon, alors moi, j'ai adoré, je t'explique, Laisse-moi t'aimer, là. La version de Laisse-moi t'aimer que tu as reprise. Je vais dire la vérité, moi aussi, j'ai beaucoup adoré. Hein, elle est belle, hein? Je pense que c'est une des chansons un peu qui m'assemble en fait dans une chanson. C'est un peu d'hébreu, un peu de français. Depuis mon alliage, je disais comment je peux réussir à attraper le public israélien à 100%, tu vois. Et je réfléchissais à une chanson qui peut cartonner, une chanson que tous les Israéliens connaissent. Et Mike Brandt, c'était un artiste israélien. Donc j'ai dit, je vais faire un petit chilouf, c'est un mix voilà, d'une composition à moi et plus le refrain de Laisse-moi t'aimer. Et je me rappelle, c'était quelques semaines après avoir fait mon alia. Je prends mon téléphone, je suis au restaurant et j'enregistre comme ça l'idée que j'ai en tête. Le lendemain, je vais en studio et j'enregistre. Et j'ai dit, il faut que je la sorte au plus vite. Donc il t'a fallu genre 48 heures pour faire une chanson, quoi. 48 heures, tu démarres, c'est ce qu'on appelle, tu fais une maquette, tu enregistres, après il y a toujours des paroles qu'il faut changer. Et j'ai eu la chance de travailler avec des arrangeurs israéliens pour la première fois, des arrangeurs musicaux israéliens. Et pour moi, c'était un autre monde, c'était un rêve en fait que j'ai depuis que je suis petit, de pouvoir faire ce que j'aime en Israël. Et ça fait bientôt 1 an que j'ai fait mon alia. Et musicalement et émotionnellement et tout ce qui se passe dans ma vie, c'est complètement différent. En plus, tu as des parrains inconnus, toi. Tu as Ishaï Ribo, un copain, qui est avec nous ici, là. Ishaï Ribo, c'est plus qu'un frère. Il t'aide? Ishaï Ribo, c'est plus qu'un frère. C'est beaucoup lui qui m'a initié et qui m'a chauffé à faire l'alia. Et ma vie, elle a changé depuis. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Dans tous les domaines, dans tout ce que je peux faire dans ma vie, c'est complètement différent, en fait. Ça, t'es au ski, t'as plus la RSUB et la RASRA de rentrer à Paris. Tu dis, tu vas rentrer, mais tu rentres en Israël. Tu vois ce que je veux te dire? C'est ça, ouais. Voilà. Donc là, ton chez-toi, c'est là-bas, c'est Tel Aviv. C'est là-bas. Et je parle beaucoup de ça dans mon prochain album. Je suis en train d'écrire, là, il me reste encore 1 ou 2 titres. Je ne sais pas si je vais faire plus que 10 titres dans le prochain album, mais je parle beaucoup de mon alia, je parle beaucoup de mon expérience personnelle. Et c'est ce que j'ai fait même, c'est que j'ai monté un concert aujourd'hui qui s'appelle Olé Khadash. Et c'est un concept en fait où je raconte et je donne envie aux gens et aux jeunes de faire l'alia et avec mon expérience en fait personnelle. Et je raconte le concert, c'est plus une expérience qu'un concert où entre chaque chanson je parle, j'explique où j'ai composé cette chanson, pourquoi j'ai composé cette chanson. Je ne sais pas si tu te rappelles, j'ai fait une chanson avec Enrico Macias qui s'appelle Ma vie est ici, que j'ai chanté pendant des années en France, tu vois. Et aujourd'hui, quand je chante cette chanson en Israël, c'est un autre monde en fait. Quand je dis Ma vie est ici, ça a 100 fois plus de sens. Ça a plus de sens, bien sûr. Oui. Et ta musique a évolué depuis que tu es là? Beaucoup. Ouais. C'est l'air d'Israël? Je l'ai toujours dit, il y a quelque chose dans le son et dans l'air en Israël qui est complètement différent en fait. Qui est complètement différent. La musique en Israël, c'est très développé en fait. Les petits jeunes, ils ont 20 ans, 18 ans, ils sortent de l'armée, ils savent faire du son comme personne au monde. Il y a des bons musiciens ici. Des très bons musiciens, des très bons arrangeurs. Même les plus gros ingénieurs son, ils sont en Israël en fait. Tu peux voir qu'il y a plein d'artistes internationaux ou internationales. J'ai oublié un peu. Internationaux. Mon français, là, il est un peu dégradé. Ah, déjà Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent avec des ingénieurs de son israéliens, en fait. Ouais. Mais malheureusement, ils ne viennent pas en concert ici. Et ils sont encore un petit peu frileux de venir en Israël, non? Là, je sais qu'il y a Amir qui fait un gros concert en Israël en mars. Et franchement, je vois que... Tu chantes avec lui, toi, quelquefois? On n'a pas eu l'occasion de chanter vraiment sur scène ensemble, on se connaît bien. On a partagé beaucoup de moments musicaux. Ici, même au Club J, l'année dernière, on a fait une soirée qui a duré plus de 2 heures avec la musique. Et je pense que c'était la première fois qu'Amir vraiment me voyait en performance, tu vois, avec la guitare. Peut-être un duo avec lui. Pourquoi pas? Ça serait pas mal. Pourquoi pas, franchement. Comme il a fait avec Ishaï Ribo d'ailleurs. Avec grand plaisir. Ouais. C'est marrant parce qu'avec Ishaï, il me faisait écouter la chanson qu'il a enregistrée avec Amir il y a plus de 10 ans. On était Les oiseaux. Comme les oiseaux. Ouais. Il me parlait de cette chanson et quelques mois plus tard ou quelques années, je sais plus, la chanson est sortie. Et voilà, il y a beaucoup de projets. J'ai eu la chance de signer dans une très belle maison de production en Israël. Et beaucoup de belles choses qui arrivent. Beaucoup de belles choses. Superbe. Voilà. Regarde, avec ce temps-là,
avec ce ciel bleu, avec cette neige, on n'a pas envie de chanter un petit truc là, a cappella là, un genre de Laisse-moi t'aimer ou un truc? Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi. Et en fait, quand je dis laisse-moi t'aimer, je parle d'Eretz Israël. Tu sais, avec les paroles que j'ai raccordées en hébreu et en français, je dis Ani Bessach Hakol Rotzel Ashir Lirkod Alkol Akishlona. Je dis que avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, etc., j'ai toujours envie de chanter. Et Ani Bessach Hakol Rotzel Ashir Lirkod Alkol Akishlona. J'ai envie de danser sur toutes les galères qui m'est arrivées dans la vie. Ouais. Et quand je dis laisse-moi t'aimer, je parle de la terre d'Israël. Je dis laisse-moi t'aimer parce qu'on sait que quand tu fais l'Aliyah, on dit que si t'aimes la terre, ben la terre elle t'aimera encore plus. Ouais. Et si tu l'aimes pas, elle te rejette. J'aime pas le dire négatif, mais si tu veux. Mais et j'ai appris aussi il y a pas longtemps que moi je suis né en avril. Je suis né au mois d'avril et le mois d'avril c'est le mois des taureaux. Et j'ai appris que la terre d'Israël est née aussi au mois d'avril, au mois de mai, mais que la terre d'Israël aussi est taureau et que Israël a accepté et recevait les taureaux comme jamais. C'est-à-dire que quelqu'un qui est signe taureau qui s'installe en Israël, il a tout gagné. Et je comprenais pas pourquoi il m'arrivait tellement de belles choses en fait depuis que je suis arrivé en Israël. Et maintenant j'ai la réponse. Laisse-moi t'aimer Ounonoui, c'est pas Ounonoui qui c'est Ounonoui. Hein. J'ai essayé de faire un peu l'accent, mais j'ai du mal. Je te souhaite le meilleur déjà. Merci Stéphane, ça fait toujours plaisir en tout cas d'être avec toi et de partager ces moments toujours avec toi. Là, on a fait un nuit blanche à Tel Aviv, en jour et à tout suivre. Je pense que la couleur blanche, tu l'as assez. Et j'aimerais vraiment remercier la chaîne à plus parce que ils m'ont accompagné depuis mes débuts, vraiment mes débuts. C'est une des premières télés que j'ai fait, c'était avec Stéphane et avec A+. Et c'est que le début. Et ça fait plus de 8 ans qu'on répète c'est que le début, mais c'est toujours que le début. Bon, à bientôt. Allez, on se voit très vite sur les pistes. Allez, sur les pistes, à tout de suite. Bye bye. כשכל השירים בעולם לא הספיקו הייתי מוצא נחמה עוקב עם עצמי שותה את הבר אותם הרגעים זה מה שנשאר. Bien Natal. Bonjour Stéphane. Comment ça va? Bien. Ouais. Merci. Je te dérange? Tu me déranges jamais et je suis surtout super content de te voir dans ce cadre somptueux. Qu'est-ce qu'un avocat israélien de Jérusalem fait ici à la Toussuire? Ben écoute, on s'offre quelques vacances. On a le privilège de venir ici depuis quelques années. Et puis voilà, on connaît un petit peu toute la famille de la grande famille du Club J, comme tu sais, et on y est très bien. Bon. Et il y a toujours le boulot, évidemment. Toujours un petit peu de boulot. Ouais. Faut pouvoir allier les deux. Ouais, parce que toi, tu es avocat et notaire, donc c'est un double emploi. C'est vrai, voilà. Alors, contrairement un petit peu à l'idée reçue, effectivement, tous les avocats israéliens ne sont pas notaires. Il y a une vraie profession qui s'appelle notaire. C'est un diplôme qu'on a le droit de passer à partir d'une dizaine d'années d'expérience et d'inscription au barreau d'Israël. Et puis, oui, j'ai le privilège de pouvoir, en tant que notaire, de venir certifier, faire pas mal de choses à l'extérieur du pays essentiellement. Signer quelques actes authentiques et en fait certifier la conformité de certains documents, là où d'autres pourraient avoir besoin de passer par le consulat d'Israël ou par l'apostille. Notre rôle en tant que notaire, oui, effectivement, est de faciliter un petit peu ça et de donner une permanence ici à Paris, en France, une fois par mois. Il paraît que tu peux ouvrir carrément un compte en banque, un Français qui te demandera un compte en banque, tu peux l'ouvrir seul, ici en Israël. Alors oui, effectivement, on a un mandat qui nous est donné par 2 banques principales en Israël. Et ces 2 banques nous donnent tout pouvoir pour pouvoir authentifier la signature des différents clients qui voudraient ouvrir des comptes, faire des virements, etc., etc. Et effectivement, on a ce mandat qui nous est remis et qui nous permet d'ouvrir des comptes bancaires à distance en attendant que nos clients puissent à un moment donné se rendre sur place en Israël. Bon, alors tes clients, c'est essentiellement des Français juifs de France, évidemment un peu de tout, quoi. En Israël, tu as des Français, des non-Français, t'as pas qu'une clientèle française. Alors, j'ai une clientèle qui est essentiellement francophone, puisque je suis moi-même, j'ai grandi en France, j'ai étudié en France, j'ai fait mes études à la Sorbonne, où j'ai rencontré d'ailleurs mon épouse. J'ai la chance, j'ai le privilège aussi d'avoir pu pénétrer un petit peu le marché américain il y a une petite dizaine d'années. Donc, je travaille beaucoup aux États-Unis également, où je représente des investisseurs américains qui font quelques affaires ici et là en Israël, à Jérusalem essentiellement. Pour nous, c'est les Français qui nous intéressent, en tout cas les francophones, comme tu mais carrément. Parce que simplement choisir un avocat quand on vient en Israël, c'est compliqué. D'abord, vous êtes très nombreux. Il y a beaucoup d'avocats en Israël. Il y a beaucoup d'avocats francophones aussi. Comment on choisit son avocat ?
Eh bien, d'abord, j'ai envie de te dire que j'ai envie de reprendre cette jolie expression qu'on m'a citée une fois, c'est le soleil brille pour tout le monde. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. On est dans un pays où il y a beaucoup d'avocats, parce qu'il y a beaucoup de demandes et parce que l'avocat, si tu veux, est sollicité à plusieurs étapes de la vie, contrairement peut-être un petit peu aux idées reçues en France. En Israël, on va voir son avocat, mais pas seulement quand on a un problème. Donc, comment choisir son avocat? Bien, je crois que par recommandation, très souvent. C'est un petit peu comme ça que les choses se font. On a bien entendu des apparitions. J'ai le privilège d'apparaître dans certains forums, qui soient des forums de Aliyah ou des forums dans lesquels j'interviens en tant que maître de conférence dans certains domaines qui sont particuliers au domaine que je touche. Et tu touches l'immobilier essentiellement? Alors essentiellement, nous voilà, le droit immobilier naturellement avec tout l'éventail que ça peut correspondre, que ça peut représenter. Donc voilà, des locations, des contrats de location, jusqu'aux contrats de promotion immobilière, achat, vente d'appartements. Mais naturellement, on essaie de tenir et d'avoir une vision d'ensemble sur une opération immobilière, dans ce sens où on essaie de comprendre et de maîtriser non seulement la partie juridique, mais également la partie bancaire et fiscale qui inquiète souvent nos clients, nos investisseurs. Oui, parce que c'est pas du tout la même loi ici, on est d'accord, tout est nouveau pour un Français qui arrive ici en Israël. Effectivement, j'ai envie de dire qu'il y a des nouveautés, il y a des usages, effectivement, si tu compares ça, par exemple, à l'achat d'un appartement en France, c'est vrai qu'effectivement, en France, tout passe par un notaire, il y a des comptes CARPA, il y a pas mal de choses, il y a une promesse de vente qui peut être levée, pas levée, etc., etc. En Israël, c'est vrai qu'on est dans un système un petit peu plus fluide, où le contrat intuitu personné entre personnes fixe la règle qui va être établie entre l'acheteur et le vendeur. Mais sur le reste, effectivement, on reste un pays de droit commun. Donc, je crois que avec beaucoup de bon sens, on devrait trouver beaucoup de points de comparaison entre les différents modèles. C'est quoi les fameuses questions que te posent ceux qui font leur Aliyah, par exemple? Qu'est-ce qu'ils te posent comme question d'abord? Quand on parle d'immobilier, là. On parle d'immobilier, donc effectivement, il y a cette inquiétude. J'assiste de plus en plus à des forums en France où j'entends d'un côté une volonté globale de la part de la communauté juive en France, à Paris, mais aussi ailleurs, eh bien de pouvoir mettre un pied en Israël, de pouvoir investir en Israël, de pouvoir enclencher un petit peu un processus. Mais d'un autre côté, je sens l'inquiétude des gens par rapport au prix, par rapport aux taux d'intérêt qui sont un petit peu élevés, par rapport au change, la parité euro-shekel qui n'est pas vraiment à leur avantage. Et effectivement, on se trouve un petit peu dans un effet ciseau en ce moment, où il y a pas mal de voyants qui sont un petit peu dans le sens contraire des investisseurs, mais on essaye effectivement à chaque étape de faciliter et d'encourager de manière raisonnable, de manière très structurée les personnes qui cherchent à le faire. Il y a une Aliyah forte selon toi? Écoute, la demande de la Aliyah, je le sais pour avoir participé à des forums dédiés à la Aliyah en France et ailleurs, la demande d'Aliyah, l'inquiétude. Moi, je sais aujourd'hui que je rencontre beaucoup de familles, beaucoup de couples en France. Et c'est vrai qu'effectivement, ils ont tous un petit mot à la bouche, c'est 2027. Donc effectivement, très peu envisagent même 2028-2029. Très souvent, les gens que l'on rencontre nous parlent vraiment de 2027. Allez savoir pourquoi. Est-ce que c'est uniquement pour des questions électorales ou c'est parce que effectivement, il y a quelque chose qui est déjà enclenché et qui va naître? Alors, il y a eu un terme fiscal, un désavantage pour les Olim récemment. On a vu ça avec un expert comptable. Il y a des avantages aujourd'hui, d'autres avantages qui vont se créer par l'État d'Israël pour acheter plus facilement? Pour le moment, l'État a facilité grandement l'acquisition par les étrangers ou par les Olim Khadashim, effectivement, en leur octroyant des avantages fiscaux à titre individuel, au titre de ce qu'on appelle le Massar Nassa. Il y a effectivement un avantage fiscal aussi dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier, la fameuse taxe d'acquisition qui est minorée lorsqu'un Olé Khadash... on a effectivement une partie de l'emprunt bancaire qui est taxée sur un taux d'intérêt un petit peu plus favorable. Une Arnona, la taxe d'habitation, qui pendant la première année est quasi exonérée.
entre 60 et 90%, mais parfois même en totalité. Donc il y a vraiment des avantages, il y a une volonté. J'ai l'extrême honneur de faire partie d'une délégation de la mairie de Jérusalem qui encourage un petit peu les familles françaises à viser Jérusalem et à vouloir s'installer à Jérusalem. Et donc effectivement, à l'intérieur de ces panels, on découvre beaucoup d'avantages, beaucoup de petites choses ici et là qui font que la Aliyah sera facilitée, avec bien sûr toujours beaucoup de motivation de la part des familles, mais je crois qu'il y a une vraie volonté de la part d'Israël, de la part des municipalités, eh bien d'encourager cela. Et le rôle de l'avocat, c'est d'encourager, c'est de supporter, c'est quoi le rapport qu'on a avec les gens? Eh bien, c'est une excellente question que tu me poses, parce que il y a le rôle de l'avocat et il y a le rôle de l'individu. En tant qu'avocat, je me dois toujours de garder un petit peu prudence et toujours être un petit peu tempéré dans l'explication, dans l'entrain que l'on met dans une conversation qui doit rester professionnelle, cadrée, ciblée et surtout assise sur des textes de loi. Mais il y a aussi la volonté de l'individu, effectivement, de partager son histoire. Ça fait 23 ans que je suis en Israël. Et j'aime souvent rappeler qu'il faut raconter des success stories lorsqu'on se déplace en France, lorsqu'on va aux États-Unis, lorsqu'on va dans différents pays. Je crois qu'il est utile, il est intéressant qu'il y ait des représentants, des ambassadeurs qui viennent raconter, partager leur success story en Israël, parce qu'effectivement, il y a cette idée reçue que ça va être dur, qu'on va être moins bien qu'à Paris, qu'on va être un petit peu moins bien qu'ailleurs, etc. Or, vous le constatez, on le constate tous, toi, moi, on le constate. Les gens fonctionnent très bien en Israël. Et puis, le seul regret qu'on a pu avoir, nous, ces dernières années, c'est de ne pas avoir fait notre aliyah un petit peu plus tôt. T'as un caractère quand même très optimiste, je le vois. Oui, ou réaliste. Je vais te dire, je m'axe beaucoup sur ma petite expérience. Je suis arrivé en 2002 en Israël avec mon épouse, Elisa. Qui est également avocate avec toi. Qui est également avocate, qui est notaire également. On est arrivé en fin d'études, on a passé un processus d'études à la Sorbonne. Donc on a été jusqu'au DESS, c'est un truc qui n'existe plus vraiment, mais voilà, ma femme avait fait un DESS fiscaliste, c'est ça. Oui, fiscalité, en partenariat avec HEC. Moi j'avais décroché un DESS de droit immobilier à la Sorbonne. Et ensuite, on a eu l'opportunité, il y a cette voie, cette petite fenêtre qui s'est ouverte. Et l'agence juive nous a proposé de faire la première aliyah de groupe professionnelle. Et donc moi, je suis passé par plusieurs étapes. Il y a eu les années galères, comme on dit, où on a vécu, ma femme et moi, au Merkaz Klita de Ra'anana, où on a eu notre premier enfant. On vivait dans un appartement de 18 mètres carrés. Et donc, je suis assez optimiste, oui, parce que je crois que les professionnels que nous connaissons, qui cherchent à faire leur aliyah, les gens de France, doivent toujours se comparer, eh bien, je crois, à leur alter ego en Israël. C'est-à-dire qu'effectivement, très souvent, on te dit, j'ai entendu récemment des étudiants en médecine qui me disaient, oui, on sait, en Israël, on va devoir faire 3 métiers. Et je leur ai répondu, ça n'existe pas, un médecin ne fait pas 3 métiers en Israël. Et donc les gens sont toujours un petit peu surpris et je crois qu'il manque un petit peu d'enthousiasme et d'envie de partager des success stories, comme je te disais. Et d'information, donc en fait ça manque d'information vers cette L'information aujourd'hui, tu sais, elle est emmenée jusqu'à la maison des Olim, puisque effectivement tu as des projets qui sont par différents organismes, Kalita avec lesquels je collabore. Nefesh aussi. Nefesh Benefesh, les gens vont vraiment à la rencontre des Olim, des potentiels Olim. Et effectivement, on leur amène la aliyah et les différentes problématiques, questions, les choses qu'il faut soulever. Bon, tu sais, les 3 grands sujets, le job, le travail, la langue, et après, effectivement, l'éducation des enfants. Ce sont les 3 grandes thématiques qui reviennent dans ces forums. Et on essaye d'avoir une réponse adaptée. Une réponse adaptée et réelle, dans le sens où on aime partager notre expérience. Tu sais, après avoir passé maintenant 23 ans dans le pays, on connaît les alternatives et effectivement, on ne propose rien qui ne soit pas réaliste et qui ne soit pas concrètement réalisable, que ce soit dans des villes comme Jérusalem, Tel Aviv, Ra'anana, Netanya, mais alors encore aussi dans d'autres villes qui sont des villes dans le Shomron, où aujourd'hui une aliyah massive
est en train d'arriver et où effectivement toutes ces questions-là sont bel et bien présentes avec des réponses qui sont adaptées à toutes les communautés. Et ça, c'est ton job, en tout cas en tant qu'avocate, d'accompagner et surtout de conseiller pour éviter de faire des erreurs, parce qu'il y a encore des gens qui font des erreurs. Je crois qu'en Israël, j'ai coutume de dire qu'en Israël, il est intéressant de s'entourer d'un homme de loi, d'un comptable, d'un expert comptable, et parfois même d'un fiscaliste. Je crois qu'il ne faut pas faire l'économie d'un consultant ici et là. Lorsqu'on arrive en Israël, effectivement, on a tendance parfois à faire des contrats de location à la va-vite qu'on aurait téléchargés d'Internet. Avec l'IA aujourd'hui, avec ChatGPT. Voilà, on a ChatGPT aujourd'hui qui... C'est mauvais ça, tu penses Écoute, par expérience, il y a une ou deux personnes dans mon entourage qui m'ont dit laisse tomber, je vais demander à ChatGPT de me le faire. Ouais. Et c'était pas mal. Mais ça passait pas devant l'administration, parce qu'il manquait des normes d'administration israélienne. Donc ça ne va pas te remplacer encore, le ChatGPT? Non, pas encore, pas encore. Mais c'est sur la bas d'erreur, comme on dit. On va essayer, nous, d'apprendre à travailler. Le barreau d'Israël organise pour nous des séminaires et des congrès pour intégrer AI, l'intelligence artificielle, dans notre profession. Et je crois que c'est quelque chose qui doit être combiné avec notre métier et qui ne doit pas effacer l'un ou l'autre. Il y a encore des groupes, comme tu disais, toi tu es venu par un groupe professionnel, ça existe encore ces groupes professionnels, des professions qu'on veut faire venir. Je sais qu'il y a une aléa médicale assez forte prochainement. Est-ce qu'il y en a chez les avocats? Écoute, j'ai la chance de participer à un salon qui se déroule un petit peu partout dans le monde, mais j'accompagne celui qui se trouve à Paris une fois par an, qui s'appelle le MEDEX, où effectivement il y a une volonté de faciliter encore et encore l'accès à la profession pour les métiers médicaux. Et donc, je ne crois pas qu'il s'agisse ici de faire une alia groupée professionnelle. Il y a bien sûr tout ce qui est alia de groupe, qui marche très très bien, avec une demande extraordinaire, des communautés entières qui se déplacent aujourd'hui et qui sont motivées par des rabbinim qui les encouragent depuis la France à quitter la France et à les encadrer dans ce cadre-là de la communauté pour aller se loger quelque part à Hedera, à Herzliya, à Jérusalem, à Tel Aviv. Et je crois que c'est ça aujourd'hui qui fait le plus de bruit, plus encore que les aliotes dédiées à un certain corps professionnel. Dan, il y a aussi un service très demandé chez les Français, c'est la reconnaissance des diplômes. Oui, j'attendais que tu en parles. Tu veux sûrement parler des professions régulées, liées à la médecine, au droit, dentiste, etc. Et effectivement, on a aujourd'hui un département au cabinet qui s'occupe de la traduction de la reconnaissance des diplômes. Donc, effectivement, comme on assure cette permanence notariale une fois par mois à Paris, on a la possibilité de rencontrer les personnes, d'authentifier les originaux et de faire traduire de manière notariée. C'est un côté notaire, ça. Voilà, exactement. C'est le rôle du notaire. Et ensuite, de soumettre les diplômes traduits en hébreu aux différents ministères concernés, que ce soit le ministère de la Justice ou le ministère de la Santé, par exemple. L'administration, tout ce qui est papier administratif, ici, c'est compliqué quand on ne connaît pas la langue. Les avocats nous aident, c'est ça, là-dessus? Eh bien, écoute, là, je vais te dire, c'est plus tellement l'avocat qui aide, c'est l'individu. Ouais. Tu sais, j'ai coutume de dire que les personnes qui m'ont le plus aidé lorsque je suis arrivé en Israël, ce sont les Français. Et je crois qu'aujourd'hui, on a ce réflexe de vouloir rendre un petit peu ce qu'on a pu recevoir il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'au cabinet, lorsqu'une personne se présente à moi et qu'elle a besoin d'un coup de main par rapport à un billet administratif ou par rapport à des choses qui peuvent être liées d'ailleurs à des choses qui ne sont pas du tout juridiques, ça peut être une aide pour inscription à l'école ou pour régler un PV, je t'assure, ça va jusque-là. Alors effectivement, on a envie, nous, d'aider, tout simplement, parce qu'effectivement, il y a tout un tas de choses, tu sais, lorsque tu es au Lech Hadash, il y a tout un tas de choses qui te prennent une journée, 2 journées, alors qu'au cabinet, je traiterai ça en 10 minutes, un quart d'heure, voire 1 heure. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, on a toujours le réflexe de dire, emmenez-nous, on ne prend pas de sous pour ça nécessairement, n'ayez pas peur de venir nous demander de l'aide. Il y a l'avocat, mais il y a l'être humain derrière, il y a le juif derrière qui est là pour vous aider et pour accélérer des choses et faciliter des choses qui auraient pu être beaucoup plus difficiles pour nous à l'époque, je t'assure. Merci beaucoup, Dan. Merci à toi. On se voit bientôt. J'espère. Après ton ski, peut-être on prendra un petit chocolat chaud. Tiens. Un chocolat chaud, ça marche. Salut, à bientôt. Salut. Ciao. Spontaneous sugar fly.
Coucou. Comment ça va, Stéphane? Comment ça va? Bah écoute, Oh là là. les Chaïm. Un petit verre à la main, évidemment. On boit un petit verre, on Le chef de village de la Toussuire. Un grand mot, c'est un grand mot. Comment ça va, Steph? Bah écoute, ça va bien. Ça fait longtemps que t'es pas venu me voir. Comment Ça se fait quelques années, hein. Ah oui, Je suis regarde. toujours très content de te voir, que ce soit à Tel Aviv ou ici, dans ton Nantes. C'est vraiment tellement beau. Même, regarde, même quand il neige, en fait, il fait Mais beau. c'est ça qui est beau, c'est la neige. La neige. J'aime Tel Aviv parce que c'est chez nous, c'est notre maison. Le peuple juif aime sa ville, pas Tel Aviv, aussi tout Israël, bien sûr. Chaque ville est importante en Israël. Et j'aime me retrouver ici à la Toussuire. C'est chez moi aussi, une part de chez moi. J'amène une part du judaïsme vers les hauteurs du mont Sinaï. C'est vrai que c'est magnifique. Hier, on a une très très belle journée. On a eu Ishaï Ribo qui était ici. Oui, Isha était avec nous en Voilà. vacances une petite semaine pour préparer un grand événement l'année prochaine, j'espère qu'on va le faire. C'était un mec super, formidable. De toute façon, c'est fait partie des grands chanteurs d'Israël, je pense. Ouais, non il y a beaucoup de célébrités qui viennent au Club J ici à la Toussuire, mais je pense que la plus grande célébrité, c'est toi en fait. Non. Quand je me balade avec toi Non, ici dans non, le village, je crois que, je sais pas, t'es plus que le maire, quoi. Ici, tu Bah, connais tout le monde. Ça fait c'est- quoi, 30 ans que t'es là? Ça fait 37 ans, mais c'est la période des élections, Stéphane. Alors, tout le monde voudrait que Stéphane Mamou soit le maire de cette commune. C'est gentil. Je suis touché des gens qui me racontent et qui veulent que je sois le maire de cette commune. Mais je ne peux pas être le maire de cette commune parce que j'ai mes traditions juives que j'adore. Et quand mon hôtel est fermé, ma synagogue est fermée, et je ne peux pas vivre là. Ouais. On est obligé de vivre à côté d'une synagogue. Alors, je donne un petit secret. Quand je suis à Tel Aviv, je suis avec la synagogue Etan Galan, qui est dans le nord de Tel Aviv. Et on kiffe là-bas avec tous mes amis. Encore une communauté que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Et je trouve que dans chaque communauté, on trouve un rabbin et c'est magnifique. Donc si vous voulez me voir l'été, je suis un peu avec Stéphane Calvo à la plage. Et je suis surtout dans le nord, dans cette super synagogue. Et en hiver, ici à la Toussuire, avec. Alors, tu fais ton propre vin en plus. Ben oui, je fais mon petit vin blanc, les Attends, Chaïm. mais tu m'as préparé un verre, c'est gentil. Bah J'ai vu oui. qu'il y a un verre supplémentaire. On peut. Ça, c'est ton vin à toi. Ouais, même mais tu sais que- Cachère. Cachère, bien sûr, cachère Attends, les on y va, Pessards, on cachère. va goûter. J'ai fait mon vin blanc de Savoie parce que dans la fondue, ce qui est important, c'est que dans la fondue que nous faisons nous-mêmes, s'il n'y a pas du vin comme ça de Savoie, c'est un ch'tien bergeron, c'est un bon petit vin. La fondue, c'est pas la même. Alors les gens tous me disent oui, mais tu sais, la fondue. Le secret de la fondue, c'est aussi le vin. Et on a une belle histoire avec ce vin, c'est que Marc Vera, qui est un grand cuisinier savoyard, Oui. il utilise ce vin. Le tien. Alors, il utilise ce vin, donc c'est exactement le même vin, il y a marqué Savoie. Et puis quand il ouvre le bouchon, il y a marqué Cachère les Pessards. C'est Tu veux incroyable. dire que la fondue tu dis à personne. de Marc Vera, elle est cachère? Ah non, faut pas dire ça. Mais c'est pour te dire que c'est un grand vin. Bon, les Chaïm. Les Chaïm, Attends, les on peut Chaïm, le les tester, Chaïm. je le connais pas. C'est un bon vin et c'est un vin qui te permet de passer une bonne soirée. Alors, il y a un autre petit secret, Stéphane. Oui. Mais ça, tu ne le dis pas à ta femme. Ce vin blanc, les femmes l'adorent. Et quand ils le boivent, alors là, c'est exceptionnel. Les femmes aiment plus le vin blanc que les hommes parce C'est vrai. qu'ils découvrent une saveur légère. Donc tu l'as fait pour ta femme, tu veux dire? Ma femme n'a pas besoin de vin, mais un petit vin, ça lui ferait du bien. Les Chaïm. Les Chaïm. Bon, À part ça, comment ça va en Israël? Bah écoute, c'est moi qui suis venu jusqu'ici pour t'interviewer. Donc je veux en savoir plus sur toi. On te connaît beaucoup et on te connaît peu à la fois. Ouais, c'est Raconte-moi vrai. un peu, d'où tu viens? Bon, je suis bien, De quelle planète? Je suis né dans une communauté de renégaiges de Sarcelles. Ouais. J'ai eu la chance que mon grand-père. Ah, bah alors, tu vois, on va assister à un déneigement de mon parking. Tu vois, on amène des gros engins pour déneiger. Mon copain va me dire comment ça va, Mamou? Et il va venir boire un petit verre de vin avec nous? Il va vérifier un truc. Alors tu te connais aussi le déneigeur? Oui, bah, je le connais même. Je connais tout le monde ici. Hein. Ça fait 37 ans que je suis là. Et c'est vrai que le Club J aujourd'hui, il a une force dans cette station. C'est que tout le monde me connaît, donc les enfants sont tous en sécurité, tout le monde est en sécurité. Grâce à Dieu ici. Oui, là- parce que quand même, ça se pose aujourd'hui en question, c'est clairement un lieu juif Oui. dans un grand espace non juif, dans une France profonde. dans une période compliquée. Oui. Pour les juifs qui vivent en France, Oui. les actes antisémites sont très nombreux. Oui. Comment tu protèges les juifs d'ici? Ben, il faut savoir que la Savoie en général, ils ont protégé les Juifs pendant la guerre, pendant des années. Et c'est vrai que ici, quand il y a eu par exemple le 7 octobre, moi j'ai reçu des tonnes d'appels de partout qui étaient solidaires avec notre communauté.
c'est pas des gens qui parlent, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui se lèvent le matin, c'est pas des gens qui sont à la télé, c'est pas des politiciens, c'est des grands travailleurs, les Savoyards. Ils ont double, triple casquette, moniteur de ski, agriculteurs, ils sont aussi très intelligents dans la construction, dans le bâtiment, ils ont plein de fonctions. Donc ils n'ont pas le temps de s'occuper de ça, mais quand ils s'occupent de ça, de ce qu'on écoute un peu dans les radios, dans les médias et tout ça, eh ben, ils ont une opinion qui est claire. La communauté juive, ils la protègent. Parce qu'ils connaissent l'histoire de la communauté juive. Et un peu grâce à toi surtout. Peut-être grâce à nous tous, qui venons ici à la Toussuire et qui faisons un peu les ambassadeurs, les ambassadeurs de l'État d'Israël, du peuple juif dans le monde. C'est sûr qu'on est un peuple extraordinaire. Moi, je dis souvent, Stéphane, les gens me disent « Mais comment ils sont les Juifs dans la station ?» Mais j'adore quand ils me disent « Oui, mais nous, on est parti. » Non, on est un peuple magnifique, on est une clientèle extraordinaire, on est exemplaire. Bon, après, on a des particularités. Tu vois, par exemple, quand un enfant de 7 ans, il est beau, l'enfant de 7 ans, hein, il doit avoir sa 3 étoiles. C'est pas possible. Tu vois, quand il loupe les étoiles, comme il est beau, il doit l'avoir. C'est particulier, ça. Oui, il y a une remise d'étoiles pour les. C'est samedi soir d'habitude. La remise des étoiles le samedi soir, la mère tunisienne, marocaine, alors les Ashkénazes. Oh, les Ashkénazes, ils sont carrés de chez carrés. Le gamin est très intelligent. Il est grand, il est maigre, il est costaud, il parle pas, il est gentil, il est poli. Mais quand il loupe sa 3 étoiles, jusqu'à l'arrière-grand-mère, j'ai un coup de téléphone. Comment on va faire? Ça, c'est les Ashkénazes. Les Tunisiens, ils disent, bah, la bar mitzvah, on ne mettra pas des photos. Et les Marocains, ils disent, c'est où que je l'achète? C'est particulier, quand même. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce club juif et pourquoi tout le monde en parle et tout le monde rêve de venir? Parce que attention, c'est complet. Hein. On n'est pas en train de faire de la pub pour le club juif puisque c'est complet sur des années. Alors, c'est complet, oui et non. Mais- On a une particularité au club J, c'est qu'on fait très attention à nos clients. Donc, nos clients sont nos ambassadeurs. Nos clients amènent des clients. Et souvent, c'est ces clients-là qu'on privilège. Ah, c'est cooptation. Je ne dis pas qu'il y a des clients qui sont tordus, mais il y a des clients qui rêvent. Et je peux pas les faire rêver autant que je fais rêver Voilà, les gens. pourquoi tous ces clients aiment revenir et revenir ici? C'est une famille, c'est des copains, c'est des amis. Ils retrouvent des amis qu'ils n'ont pas vus depuis longtemps. Ils retrouvent une table autour de la table, un bon vin, une bonne... Un chef de une village bonne- un peu géo. Un chef de village. Il y a mon fils qui est avec moi aussi, Ouais, Jeff. maintenant que tu as vu. Ouais. Et c'est vrai que tu as dit parler du Et côté Nathalie, des... ta femme, évidemment. Nathalie, bien sûr, qui fait un programme exceptionnel dans le travail, du remplissage des chambres. Il y a la nouvelle résidence, Club J, que mon fils a voulu construire pour monter en gamme en prestations dites luxe, on va dire, un peu dans la montagne. Ah, il y a même un carrefour, j'ai vu. Oui, ouais, ça c'est pour acheter C'est des une lus. attrac- C'est pour acheter des lus pas chers pour les rentrer en Israël. C'est une attraction supplémentaire de la station. Comment tu as atterri ici à la Toussuire il y a 30 et quelques années? En fait, j'étais à Megève avant. J'avais un hôtel à Megève. J'avais un petit hôtel à Megève. J'ai démarré mon activité très jeune. Comme je mangeais cachère, pour moi, c'est naturel de faire cachère. Je n'avais pas fait un business au début, ça m'avait fait un plaisir. Et après, j'avais rendez-vous avec une autre station, parce que je voulais acheter un hôtel plus grand, mais je cherchais une station très haute, parce qu'à Megève, bon, j'adore Megève, c'est très beau. Pour les photos, c'est magnifique. Mais c'est trop bas. Et moi, j'aime le ski, j'aime le sport. Tu as vu l'énergie que je dépense avec l'école de ski et les enfants. Donc, je cherchais une station haute. Donc, j'avais rendez-vous dans une autre station. Et j'ai voulu prendre un col. Et je me suis trompé de station. Donc, je suis arrivé là avec 3 copains, dont un qui est devenu très célèbre aujourd'hui, que tu connais un peu, qui est à la télé un petit peu, qui est un peu à la télé. Ah oui, oui, je Ah, non, vois. voilà. On donne pas de nom, ok. Et quand je suis arrivé là, la première chose que j'ai vue, il pleuvait des cornes, Stéphane. Mais il pleuvait, tu vois, comme cette neige, mais en pluie. C'était au mois de septembre, c'était avant les fêtes. Et j'ai dit, mais où on est là? Non, mais où on est? Et j'ai rencontré une vieille dame qui m'a dit, monsieur, vous êtes à la Toussuire, dans une station de ski. Ah, j'ai dit, je me suis trompé de col. Bah écoutez, on va dormir là. Et le lendemain, on repartira. Et le lendemain, je me lève. Première chose que je vois, c'est le soleil de la Toussuire que tu as vu hier. Et je vois mon pote en train de faire, mec, t'étais film. Et je dis, c'est trop beau. Un mec, mon pote qui met les téfilim, le soleil qui frappe. J'ai dit, je bouge plus d'ici. Je sais pas où j'étais. Hein. T'es une révélation. Voilà. Et j'ai parlé un peu avec les Savoyards et j'ai demandé est-ce qu'il y a un hôtel à reprendre. Et on m'a dit oui, il y a un hôtel qui est tout cassé, vous pouvez le racheter. Et la première chose que le maire à l'époque m'a dit, parce que c'était le maire de l'époque, vous allez faire quoi? Et je lui ai dit, écoutez, je représente la communauté juive de France, j'ai un club cachère,
et je vais faire un grand hôtel cachère. Il m'a dit, dans mon hôtel, j'ai eu un juif, il s'appelait Cohen. Ah, mais je dis, bah oui, les juifs, il s'appelle Cohen, c'est le premier des tribus, on va dire, hein, les Cohen et les Lévi. Tu sais ce qu'il m'a répondu, Stéphane? Qu'est-ce qu'il était chiant! Et vous allez avoir beaucoup comme ça. Je dis oui, mais vous savez, on n'est pas chiant. On a une particularité, on a un peuple qui garde ses traditions depuis 5000 ans ou 7000 ans. Donc, on n'est pas chiant. Et voilà, c'est comme ça que j'ai démarré ici. Et après, je suis resté là. Et ça a fonctionné, pas tout de suite évidemment, c'était dur à... Comment les débuts, c'était compliqué de faire venir les gens ici? Disons qu'au début, c'est ce que je dis à mon ami Stéphane Calvo, il faut savoir redescendre. Donc j'étais tellement content de monter mon petit club cachère que c'était pas trop grave le côté business. Ce qui était important, c'est que j'avais mis ma synagogue en place, mon restaurant cachère, et j'avais pas beaucoup de clients, mais j'ai dit, on a réussi. Voilà. Et aujourd'hui, tu as ton vin, tu as même ton fromage. J'ai mon vin, j'ai mon fromage. Mon fils est fromager, est devenu fromager par les circonstances. J'ai démarré le fromage il y a 8 ans. Et Jim est devenu fromager. Aujourd'hui, on va développer plus le fromage dans sa On peut particularité acheter en Israël savoyarde. évidemment. Hein. Pour l'instant, on ne l'achète pas encore en Israël, mais ça va venir, parce qu'Israël, c'est un pays comme les autres. Il y a des lois, il y a des textes. Il faut être en règle. Ouais. C'est ce qu'on va faire. Et comme ça va promouvoir notre fromage savoyard, raclette, que tu as adoré, je pense, la fondue d'hier soir, le Beaufort, la meule, la boîte, beaucoup de particularités savoyardes. C'est sympa, non? Sympa. Et un petit tour de ski cet après-midi peut-être? Allez, on va faire un peu de ski. Alors cet après-midi, je n'irai pas faire du ski parce que c'est la veille de Shabbat. Bon, est-ce que mon niveau est assez bon pour que j'y aille? Alors toi, tu peux skier. Ouais. Bon, on peut dire comme Michel Héribaud a skié avec toi. Lui, il va lui falloir quelques années de club ski. Mais on va y arriver. Mais moi, je peux y aller tout seul. Toi, tu peux aller tout seul, modestement. Prends toujours des moniteurs de ski. Le SF, c'est important. Parce que le SF, c'est un guide de haute montagne qui t'apprend à faire du ski, qui te va te faire découvrir une région aussi, parce que souvent les clients, ils ne prennent pas de cours. Les adultes, parce que les enfants, on a les cours toute la semaine, mais les adultes, ils ne font pas. Et après, ils viennent, ils font « Oh, c'est pas, je me suis un peu ennuyé, j'ai fait toujours les mêmes pistes. » Si vous prenez un moniteur de l'ESF, ESF, il va vous faire découvrir notre région et notre culture, de cette culture savoyarde, et ça, c'est important. C'est comme quelqu'un qui fait du bateau, il prend un gros bateau, il ne prend pas de skipper, il ne prend pas de capitaine. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va au bout, et puis il re-rentre, et puis par contre, il a fait plein de stories. Mais il n'a rien fait. Bon, en tout cas, merci. Merci d'être venu jusqu'à chez nous. Merci d'être, de ce que tu es ici. Je sais que les gens t'apprécient énormément. Ceux qui nous regardent et qui ne te connaissent pas, ils ont sûrement envie de venir. Mais venez. Alors, je dis aux ces gens, dites que c'est Stéphane Calvo qui vous envoie. Peut-être que vous aurez une chance de rentrer. C'est un très bon ambassadeur. Les Chaim. C'est un très bon ambassadeur. Les Chaim, à Merci bientôt. Stéphane, à bientôt. Bonne continuation. Bonne continuation. Salut. Vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.